On va tout de suite donc passer à la table ronde auquel on a d'ores et déjà fait beaucoup allusion, donc autour de Marc-André Sellos, pardon, donc qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Nous aurons la présence d'Elisabeth Toutupika, qui est députée de la 7e circonscription de la Haute-Garonne, présidente du groupe interministériel Santé-Environnement, présidente également de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'évaluation des politiques publiques en santé environnementale, Gilles Pipien, administrateur de Humanité et Biodiversité, Michael Weber, donc président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, qui a déjà pris la parole ce matin donc, lors de la phase introductive, et Aurélie Aucheux, directrice du parc naturel régional du Médoc. Vous êtes tous et toutes là? Tous mes intervenants à la table sont bel et bien là. Parfait, merci à vous tous. Merci à vous tous d'être disponibles. Donc, vous le savez, cette table ronde, l'idée, c'est de travailler plus particulièrement autour de la place des territoires et notamment celle des parcs face aux problèmes de santé environnementale tels qu'ils ont été introduits ce matin. Comme je le disais, donc l'idée de cette table ronde, c'est effectivement d'être dans une vraie discussion. Vous aurez la possibilité, vous qui nous écoutez, de nous adresser vos remarques et vos questions, donc toujours dans le chat de Zoom. On aura l'occasion de s'en emparer à la fin des interventions, enfin, dans un deuxième temps plutôt de cette table ronde. Et tout de suite, pour commencer, donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, quelques questions donc, qui constitueront un petit peu le socle de la discussion de cette table ronde. Pour vous, Marc-André Sellos, suite donc à votre présentation, on a déjà eu une première question. Alors, je reprends mes notes. Donc, une question de Jacques Bonny concernant l'âge des enfants auxquels vous faisiez allusion quant au trouble développement du système nerveux lié aux problématiques de dégradation de flore bactérienne. Quelle est la plage qui est concernée par rapport à ces enfants? Alors, je parle de mémoire pour le travail que je citais. Je crois que c'est des enfants de moins de 10 ans. Il faut vraiment taper dans la période de développement du système nerveux pour avoir ces effets rémanents. Parce que donc, effectivement, le microbiote va avoir des effets sur le développement. Et là, quand le développement est fini, on n'aura que des marges beaucoup plus minces et surtout qui ne seront pas stables dans le temps. Par contre, si le microbiote est diversifié dans la phase de développement, tout le temps de développement récupéré selon un chemin normal, il est engrangé pour la suite. Voilà. Mais là, en parlant de jeunes enfants, je pourrais retrouver d'ici ma prochaine intervention l'âge exact. Voilà. Non, mais déjà, si vous nous indiquez effectivement que c'est des enfants de moins de 10 ans du fait du développement du système nerveux, je pense qu'effectivement, c'est déjà une bonne information. Autre question qui en découle, donc toujours de la part de Madame Bonny, c'est sur la piste que vous évoquez concernant les transferts fécaux pour contribuer à résorber les troubles autistiques. Est-ce que une pratique telle que celle-ci est envisageable sur des enfants plus âgés? Alors, bon, pour des enfants plus âgés, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de ça. Mais attention, les transferts fécaux dont on parle sont quand même des choses qui sont menées en milieu hospitalier. Il y a récemment eu quand même 2 décès liés à des transferts fécaux parce qu'il y avait des bactéries résistantes aux antibiotiques qui ont été transférées à des malades. Dans la publication, il y en a qu'un qui est mort, mais en fait, il y en a un autre qui est mort après. Et donc, ça provoquait des septicémies qui ont été incontrôlables. Donc, le transfert fécal fait partie, comme les médications chimiques, des remèdes qui sont des janus aussi, qui sont positifs et négatifs, et il faut qu'on apprenne à les domestiquer. Et exactement comme autrefois, on a commencé à partir de plantes, où il y a plein de molécules chimiques, mais en général, les plantes arrivaient à soigner telle ou telle chose. On a ensuite purifié, on est arrivé à des molécules purifiées. C'était une médecine chimique, d'accord, mais il n'empêche qu'on a isolé l'effet actif. Et aujourd'hui, on a 2 types de recherche. On a la recherche qui vise à trouver les bactéries responsables d'un effet ou des cocktails de bactéries responsables d'un effet. Et aujourd'hui, on préfère administrer, les pistes de recherche vont plutôt vers l'administration de souches bactériennes connues. Cela dit, il y a quand même des cas où on peut transférer, faire des transferts fécaux, c'est les autotransferts. Et ça offre des perspectives très intéressantes pour des gens qui subissent de très gros traitements antibiotiques ou encore des chimiothérapies, de se réserver un peu de leur microflore pour se le réiniculer après. En d'autres termes, il faut penser local autant que possible. Et local, c'est nous. Là. On retrouve une petite musique qui, en écologie, est importante.
penser local. Donc, autotransfert ou alors commencer à penser les souches ou les cocktails de souches qui sont efficaces. Et c'est vraiment le conseil qu'on peut aussi donner en aménagement, en choix des végétaux, par exemple. Très bien, mais merci beaucoup. Effectivement, pensée locale, on aura l'occasion d'y revenir, hein, parce que c'est vraiment le sujet effectivement de cette table ronde concernant les territoires, même si évidemment tout le monde l'aura compris, il ne s'agit pas tout à fait de la même chose. Moi, j'avais envie de revenir aussi sur une autre question. Quand vous évoquiez donc la question de la listeria, et le fait qu'effectivement, on conseille, l'ANSES conseille donc aux cantines et plus largement à tout le monde de ne pas donner de fromage issu de lait cru aux enfants de moins de 10 ans. Vous évoquiez effectivement le fait que dans le lait pasteurisé, on avait néanmoins donc, du développement bactérien qui paraît étonnant, notamment dans le cas d'un organisme aussi sérieux que celui de l'ANSES, c'est le fait qu'on a l'impression qu'il manque une analyse bilancielle. Le fait qu'on fasse simplement le pour et le contre et qu'au final, on en arrive à avoir quelque chose de cohérent et qui ne soit pas basé sur un épiphénomène tel que celui que vous évoquiez de Lactalis. C'est quand même Alors, étonnant. je ne veux pas ici faire le procès de l'ANSES parce que je pense que les gens qui sont là sont des gens qui travaillent vraiment avec une éthique et une volonté de bien faire, hein. Je ne suis pas en train de montrer du doigt, mais je pense que les cadres paradigmatiques dans lesquels ils décident sont anciens et ne prennent pas en compte une vision plus large des choses, c'est-à-dire qu'on prévient les cas extrêmes, on prévient les cas aigus, et on y arrive bien. Mais si on étend la vision qu'on a de la santé ou des impacts, à ce moment-là, on peut arriver à une conclusion un peu différente. Mais si je peux quand même aller gratter un tout petit peu dans un problème constitutif, on a aujourd'hui une science qui évolue très vite. Elle ne va pas, elle ne dit pas la vérité, la science. Elle produit au regard de ces données des visions qui sont les plus à jour, les plus efficaces pour rendre compte des données. Mais changer les données, et demain, ça changera. C'est ce qui s'est passé avec le microbiote. Quand on a pris conscience de son existence, il y a une couche nouvelle qui est apparue. Donc, la science évolue très vite et change la façon dont on peut vouloir interagir avec le milieu ou avec notre alimentation. Et ce changement est peut-être plus rapide que le renouvellement des générations aux affaires. Parce que nous avons formé des gens aux résultats de la science d'alors et non pas au processus scientifique qui n'est pas dans le résultat, mais dans la méthode. Et quand vous introduisez dans la méthode des données différentes, le produit, le résultat n'est pas le même. Et donc, il y a un grand besoin aujourd'hui de reformer, mais les citoyens aussi, avec leur carte bleue, ils ont besoin de ça, de former les gens plus à la méthode qu'au résultat. Et c'est vraiment un enjeu de formation et de réviser notre façon d'enseigner les sciences. Alors, ceci Merci. étant posé, d'ailleurs, pour les crus, hein, il y a les crus et les crus. Il y a le lait cru local qui n'a pas été trop transporté, qui donc n'a pas eu trop le temps de se contaminer. Il y a le lait cru en fromage à pâte ferme. La Suisse est encore à 70% de fromage au lait cru. La France, 10%. Bon, bah, en Suisse, en fait, vu le type de fromage, fromage à pâte ferme ou pâte cuite, il y a moins de risques de contamination. Donc, il faudrait commencer à regarder les choses un petit peu dans le détail. Et puis, il y a aussi le contrôle des lots. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut bouffer n'importe quoi, hein. Mais par contre, ce que je dis, c'est que bouffer stérile, c'est bouffer n'importe quoi. Alors, vous évoquiez effectivement le fait qu'il fallait faire muter les consciences et notamment celles des politiques. Elisabeth Toutupika, vous êtes, je le disais tout à l'heure, députée de Haute-Garonne, présidente du groupe interministériel santé-environnement et de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'évaluation des politiques publiques en matière de santé environnementale. Comment est-ce que justement tout ça est pris en compte par le monde politique de manière à définir un cadre qui permette de faire face à ces problématiques de santé environnementale? Oui, alors, les gouvernements successifs se sont mobilisés depuis un certain nombre d'années. C'est en 2004, si je ne me trompe pas, à la suite de la conférence de Budapest, une conférence européenne, que le gouvernement de l'époque avait décidé de se doter d'un plan pluriannuel santé-environnement qui justement avait pour objectif d'essayer de répondre à ce qui, à l'époque, en 2004, apparaissait comme une problématique nouvelle. Je confirme que la dominante curative de l'approche de la santé publique n'a
quelque peu bloqué les démarches de prévention et notamment dans les liens qui existent entre la santé et l'environnement. Et donc, c'est à partir de 2004 que l'État français s'est doté d'un PNSE, un plan national santé et environnement, dans le sillage en fait du Grenelle de l'environnement. Et il faut souligner que la France est quasiment, à ma connaissance, le seul État européen à s'être doté d'un outil, ce qui veut dire que quand même on a cette chance-là d'avoir annoncé une volonté politique d'avancer sur ces sujets. Alors après, le problème, c'est est-ce que ces plans nationaux santé-environnement ont été réellement d'une efficacité vraiment soulignée? Eh bien, il semblerait que non, parce que les études qui ont pu être faites, les bilans d'évaluation qui ont été menés notamment par les inspections des affaires sanitaires et sociales et de la transition écologique, ont souligné le caractère quelque peu incantatoire des PNSE précédents. Alors, pour autant, il y a quand même des choses qui ont été décidées dans le cadre de ces plans, notamment dans le cadre du PNSE 3, l'interdiction de produits chimiques dans les pressings, par exemple, l'interdiction du bisphénol A, même si par la suite le A a été remplacé par d'autres produits. Mais en fait, il y a eu quand même une tentative d'essayer d'améliorer, mais de façon assez ponctuelle. Et donc, la commission d'enquête, il y a eu une commission d'enquête parlementaire fin 2020 que j'ai présidé, a remis tout ça à plat. En fait, il y a eu 64 auditions, deux rapports, un de la rapporteure et un de moi en tant que présidente, en tout 80 propositions, dont une bonne soixantaine que j'ai proposées aux deux ministres. Et ça nous a permis d'enrichir la démarche du PNSE 4 qui vient juste de sortir il y a à peine un mois, qui se veut, c'est un PNSE 4 qui est beaucoup plus axé sur quatre problématiques principales que sont l'information, la réduction des expositions, la recherche et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui avec votre colloque, c'est la territorialisation des démarches de santé environnementale. Et donc, dans le PNSE 4, il a été décidé de créer un comité d'animation des territoires dont la première réunion, d'ailleurs, s'est tenue hier matin, que j'ai présidée, et à laquelle étaient invités des représentants des associations d'élus, du terrain, des mutuelles, des ARS et des DREAL, l'idée étant de réfléchir ensemble sur la manière dont on pourrait améliorer la gouvernance à l'échelle des territoires. Alors, on ne part pas de rien, il existe des PRSE, des plans régionaux santé-environnement, qui sont les déclinaisons donc des plans nationaux santé-environnement. Mais là aussi, on voit des disparités, des dynamismes très variables d'une région à l'autre. La problématique de la méthodologie n'a pas été réellement suffisamment clarifiée. On voit bien que les partenaires, les parties prenantes sont très variables d'une région à l'autre. Donc l'objectif, un des objectifs de ce PNSE 4, c'est justement de réfléchir à la manière dont on pourrait mieux travailler ensemble, et notamment en associant la société civile et tous ceux des défenseurs de la nature et pourquoi pas les représentants des parcs nationaux. Voilà, je vous ai dit les grandes lignes, il y aurait plein de choses à raconter bien sûr sur le PNSE 4 et la volonté affichée par les deux ministres concernés par le portage du plan national santé-environnement, que sont le ministre de la Santé, donc Olivier Véran, et la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, de réellement s'investir sur ces questions-là. Ils ont affirmé que ça faisait partie des priorités de leur mandat et donc sont également associés dans la démarche les ministères de l'Agriculture pour la partie phyto et la gestion des pratiques culturelles agricoles,
mais également le ministère du Travail, parce qu'il y a la problématique de l'environnement au travail, le ministère de la Recherche. Dans le PNSE 4, 90 millions d'euros ont été affectés à la recherche sur l'exposome. Vous savez, l'exposome, c'est l'addition des expositions auxquelles un organisme humain est exposé pendant sa durée de vie, et avec la problématique des effets cocktails et la problématique aussi du fait que on sait maintenant que les bases, les repères théoriques en toxicologie ont été quelque peu perturbés par toutes les découvertes qu'on a faites sur l'impact des perturbateurs endocriniens, et qui veulent que ces conclusions scientifiques ont démontré que la dose ne fait plus le poison. Donc, ça complique aussi l'étude que l'on peut avoir dans le domaine de la recherche sur la santé environnementale. Donc, 90 millions d'euros pour travailler également, non seulement sur l'exposome, mais également pour voir comment on peut se prémunir contre de nouvelles pandémies. Voilà. Je pourrais vous parler longuement du contenu du PNS4, mais je pense que ce n'est pas tout à fait l'objet de votre question. Mais je vous ai brossé très rapidement quel était le cadre des démarches publiques. Je rajoute une dernière chose, c'est que l'Assemblée nationale et les ministres de ce gouvernement n'ont pas été les seuls à s'intéresser à la santé environnementale, puisque le Sénat a aussi mobilisé une mission sur ces questions-là en tout début, et le rapport a été rendu en tout début de cette année 2020, deux sénateurs, un sénateur LR et un sénateur PS, qui ont abouti aux mêmes conclusions et aux mêmes préconisations que celles de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Et toutes ces préconisations une grande partie de ces préconisations ont été intégrées dans le cadre du plan national santé-environnement, donc sa version 4 qui vient de sortir le mois dernier. Voilà. Merci pour cet éclairage. Vous évoquiez effectivement donc, le fait que ces PNSE, c'est une batterie d'outils. Est-ce que vous pouvez nous rappeler concrètement de quels outils il s'agit? Est-ce qu'ils ont varié dans le temps? Alors, ce sont des plans quinquennaux, 5 ans. Le contenu des PNSE a été construit grâce au travail de 150 parties prenantes qui constituent le GSE, le groupe santé-environnement, que je préside depuis 2018. Ce GSE est une instance extra-parlementaire qui est composée uniquement de bénévoles, qui associe des représentants des cabinets, des administrations ministérielles, mais également des agences nationales comme l'ANSES, Santé publique France, le CEREMA, des structures de recherche, CNRS, INSERM, etc., des universitaires, mais également des représentants d'associations environnementales. Il y a France Nature Environnement, par exemple, WWCF, on a le réseau Environnement Santé. Si vous me permettez, en fait, ce n'était pas tant ma question sur effectivement les parties prenantes au débat, hein, c'était plus les outils qui sont mis à disposition des parties prenantes, effectivement, pour une meilleure prise en compte de la santé environnement. Vous évoquiez la régionalisation. On est dans une table ronde qui est très axée territoire, vous l'avez compris. L'idée, c'est de voir quel est le rôle qu'ils peuvent jouer, puisqu'ils sont première loge, parce que les territoires sont spécifiques. Est-ce que, du coup, cette régionalisation, donc ces PRSE, voilà, dans quelle mesure sont-ils des nouveaux outils adaptés justement aux problématiques locales? Alors, les PRSE se veulent donc des déclinaisons des grands axes qui ont été identifiés à l'échelle nationale, mais ils ont aussi en partie des actions, ils sont construits avec des actions qui collent avec les spécificités de chaque région. Il y a des problématiques de santé-environnement qui sont partagées par toutes les régions de France. Par exemple, la problématique de la qualité de l'air. Voilà, ça, dans toutes les régions, on a ce sujet qui est majeur, essentiel. Non seulement la qualité de l'air extérieur, mais la qualité de l'air intérieur. Mais il y a aussi des spécificités territoriales. Par exemple, en Bretagne, on a des problématiques liées aux émanations de radon, les problématiques d'algues vertes.
ce sont des problématiques qui sont différentes de celles du nord de la France, bassin minier, ou de l'axe du Rhône avec la concentration industrielle, pétrochimique, différente de celle de l'Occitanie. On a par exemple une problématique particulière qui est celle malheureusement de la baisse de fécondité masculine. Donc chaque région à l'intérieur des PRSE reprend les thématiques du plan national, mais également adapte et adopte des actions qui sont beaucoup plus axées sur les problématiques du secteur. Alors il faut dire que les PRSE sont essentiellement portés par les agences régionales de santé qui, bien sûr, sont imprégnés de cette culture plutôt curative que préventive. C'est peut-être une des faiblesses des PRSE, mais ils sont associés également à la définition de ces actions, non seulement les ARS, mais également les DREAL et les conseils régionaux. Dans le cadre justement de ce comité d'animation des territoires, qui a été mis en place hier matin, donc vous voyez, c'est très récent, nous allons réfléchir à la manière dont on pourrait améliorer cette gouvernance et l'ajuster encore plus aux problématiques des territoires. Parce que ce qui nous est remonté des gestionnaires et des responsables des PRSE, d'abord, c'est que les plans nationaux, jusqu'à maintenant en tout cas, étaient beaucoup trop ambitieux, beaucoup plus, il y avait plus d'une centaine d'actions. Et donc, sur les territoires, on ne savait plus où donner de la tête. Le PNSE 4, qui vient donc de sortir, a axé sur sa stratégie sur 4 sujets essentiels que je vous ai donnés tout à l'heure et simplement une vingtaine d'actions, ce qui fait que les PRSE nouvelle génération, les PRSE qui découlent donc du PNSE 4, vont être beaucoup plus ciblés sur des actions moins nombreuses et vont pouvoir mieux répondre à la demande régionale. Puis on a vu que pendant la crise de la Covid, les collectivités territoriales ont été extrêmement sollicitées. On a vu qu'il y avait des disparités aussi de contagion d'une région à l'autre, ce qui prouve bien qu'il y a des spécificités territoriales. Et donc là aussi, les élus des territoires, mais également tous les acteurs de la société civile, les associations, mais éventuellement les Césaires, vont être davantage associés à la gestion, à la gouvernance des territoires. Alors, on a Gilles Pipien donc, qui intervient également sur ce table ronde, qui réagit beaucoup sur le chat. Monsieur Pipien, vous êtes là. À votre avis, effectivement, qu'est-ce qui manque dans le dispositif actuel, y compris éventuellement celui qui est dicté désormais par le PNSE 4 ? Bonjour, merci de m'avoir invité et d'abord un salut à l'initiative des parcs naturels régionaux et ne serait-ce que quand on revient à l'objet des parcs naturels régionaux, il paraît évident de faire le lien avec la santé. Pourquoi ? Et c'est là où la définition de l'OMS mérite d'être réfléchie. Je vous rappelle que pour l'OMS, la santé est un état de bien-être mental, physique, social. Si au lieu d'employer le mot santé, nous employons le mot bien-être, est-ce que les choses ne paraîtraient pas plus évidentes aux élus et aux acteurs des territoires? Parce que quand on parle santé, on l'a vu, on renvoie à la notion de soins. Et il y a un blocage, malgré le fait, et c'est rappelé par quelqu'un dans le chat, que la loi de 1902 a donné une compétence aux maires en matière d'hygiène et de salubrité publique. Donc, si on revient à la question que vous posiez sur les outils de la mise en œuvre, je dis qu'il y a un problème donc d'abord de définition. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que la santé-environnement? Et je rejoins Marc-André Sellos. L'enjeu n'est pas la santé de l'environnement, mais bien le lien entre bien-être et environnement. On n'a pas notamment de définition de One Health, une seule santé. Et donc, de quoi parle-t-on? J'ai envie de résumer ça d'une manière simple et importante et vous verrez que nous allons revenir concrètement à quelle action dans les parcs naturels régionaux. L'être humain est un être vivant.
Donc, la santé humaine, la santé animale, la santé végétale et le fonctionnement des socio-écosystèmes, je vais revenir là-dessus, sont un et reliés. Je dis socio-écosystème parce qu'en France, comme sur toute la Terre, depuis le néolithique, je ne vois pas comment on peut dissocier la nature des activités humaines. Et donc, c'est bien socio-écosystème. Et donc, on en revient à notre sujet. Ils fonctionnent comment, ces socio-écosystèmes, et en quoi impactent-ils le bien-être et la santé? Voilà une approche nécessairement d'analyse dans chaque territoire interdisciplinaire. Bien sûr, les médecins, les vétérinaires, écologues, agronomes, sociologues, économistes, élus, acteurs privés, agriculteurs, etc. Comment travailler ensemble pour comprendre comment fonctionne. Il y a eu des tentatives, le ministère de l'écologie a parlé d'atlas de la biodiversité communale. On a eu des tentatives avec les plans santé-environnement de lancer des diagnostics locaux de santé-environnement. Nous voyons bien qu'il faut là, d'abord dans chaque territoire, parce que chaque socio-écosystème est différent. Les problématiques de Camargue ne sont pas celles du bassin minier, ne sont pas celles du Champsaur, ne sont pas celles de la Bretagne ou de Paris. Il nous faut donc une analyse locale croisée du fonctionnement et de l'impact sur le bien-être, mais aussi de nos pratiques, notamment de santé, sur l'environnement. Marc-André a évoqué très rapidement les antibiotiques. On pourrait évoquer les désinfectants qui ont été aspergés de manière impressionnante dans certaines rues de villes du Sud, près de chez moi, au risque de donner une belle vaporisation dans les poumons des enfants qui couraient dans les rues. Et à ce moment-là, où va-t-on? Donc, il nous manque une définition, une compréhension et par conséquent, une compétence des collectivités territoriales clairement affichée sur l'enjeu santé-environnement, sur l'enjeu une seule santé. Et aujourd'hui, les PRSE, les PTSE et tous ces machins inventés par l'État sont considérés comme des outils de santé qui ne concernent pas les collectivités territoriales. Nous avons un paradoxe énorme. Depuis la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, les établissements publics de coopération intercommunale ont la compétence aménagement, SCOT, PLU, PLUI, PDU, PLH, ont des compétences environnement, eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques, plan climat, air, énergie territoriaux. Mais tout cela n'impacte-t-il pas la santé, le bien-être? Pourquoi ne fait-on pas le lien? Et donc, la compétence santé-environnement devrait être clairement affichée. Donc, je maintiens, il nous faut un cadre institutionnel clair, une définition dans la loi, elle est nulle part. Le mot santé-environnement n'apparaît que dans le Code de santé publique au niveau de la définition des PNSE. Et puis, on n'a plus rien dans le Code général des collectivités locales. Or, l'hygiène et la salubrité publique qui remontent au 19e siècle. Est-ce qu'on n'est pas un peu en retard, là? Et puis, il faut faire le lien avec la planification, les SRADET, les contrats de plan, au niveau local, avec tout ce que j'ai dit, mais aussi les contrats de relance de transition écologique. Vous voyez, oui, on doit pouvoir agir dans les territoires parce que le bien-être correspond aux enjeux territoriaux, à des problématiques socio-écosystémiques territoriales, mais encore faut-il que les collectivités et les moyens institutionnels, les moyens financiers et les compétences pour agir. Ceci suppose de l'interdisciplinarité, et je rejoins Marc-André Sellos, formation des médecins, des vétérinaires, des hauts fonctionnaires, notamment dans le futur Institut national de santé publique, etc., sur santé-environnement, une seule santé. La recherche, on n'en est qu'au début de l'élargissement. Je rappelle toujours l'anecdote qu'en mai 2021, c'est le ministère des Affaires étrangères qui, pour la première fois, a réuni les instituts de recherche médicaux, INSERM, Institut Pasteur, en santé-environnement comme l'INERIS, l'ANSES, etc., l'INRAE. Mais est-ce que ce n'est pas naturellement qu'on devrait avoir un lieu de travail dans la recherche? Et au niveau local,
il faut que les professionnels travaillent entre eux, au-delà des commissions territoriales des professionnels de santé récemment mises en place par les agences régionales de santé. Et il nous faut former aussi les fonctionnaires territoriaux, comme y pense le Centre national des fonctionnaires territoriaux, et aussi les élus. C'est d'ailleurs ce que je vous dis n'est que la conclusion des travaux de la récente conférence nationale Une seule santé en pratique, qui a été organisée sous le parrainage de la ministre de la Transition écologique, du ministre de l'Agriculture, avec le soutien d'agences régionales de santé. Oui, où était le ministère de la Santé? Et nous avions 2700 inscrits, nous avons travaillé avec des ateliers pendant 3 mois, dont un sur les territoires, auquel a fortement participé la Fédération des parcs naturels régionaux, et nous avons eu des témoignages de parcs naturels régionaux. Et je vous invite, j'ai adressé nos conclusions. Elles ont été envoyées au ministre sous la forme d'un cahier de propositions. J'ai pu les évoquer rapidement au GSE. Il nous faudra approfondir ces questions et passer à l'action. Voilà un peu rapidement quelques idées pour répondre à vos questions. Je suis allé un peu loin, mais ça me paraît essentiel. Alors, merci à vous effectivement pour cette prise de position. Elisabeth Toutu-Picard, avant qu'on continue le tour de table, peut-être quelques réactions à ce que vient de dire M. Pipien. Oui, oui, quelques-unes, oui. Et je voulais aussi répondre à une question qui m'est posée sur le chat. Oui, d'abord, moi forcément, je vous ai amené des informations comment dire, d'ordre institutionnel, comment la France se met en ordre de marche pour travailler sur ces sujets-là à l'échelle nationale et à l'échelle des territoires. Il faut quand même savoir que enfin, les ministres, je dirais que les membres du GSE qui poussent par derrière à faire avancer vraiment ce PNSE sont tous extrêmement conscients que les attentes citoyennes sur ces questions de santé environnementale sont de plus en plus fortes. Et puis avec la crise de la Covid, on a vu que le citoyen, maintenant, au nom du principe de précaution, il souhaite que l'impact du progrès scientifique sur son environnement soit évalué et anticipé. On sait qu'il y a eu un sondage qui a été fait par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le baromètre 2020, qui établit que les préoccupations liées à la dégradation de l'environnement concernent un Français sur 3 et que ça arrive en 4e position. Donc il y a quand même une mobilisation. Alors par contre, et ça s'est d'ailleurs concrétisé dans le cadre du PNSE 4 par la mise en place d'un groupe de travail qui s'appelle d'ores et déjà Une seule santé et qui tient compte bien sûr des relations entre santé humaine, santé animale, santé des écosystèmes, et qui était l'ancien groupe de travail uniquement focalisé sur les questions de biodiversité. Ça veut dire quand même qu'il y a un élargissement du champ de recherche et surtout une prise de conscience de toutes les interactions. Alors pour en revenir au niveau local, territorial, il faut savoir une chose, c'est que c'est très compliqué de faire avancer les choses, bien que hier, il y ait eu des prises de position par les associations d'élus qui laissent espérer quand même une progression, et notamment dans le registre législatif. Il faut savoir que la compétence santé-environnement n'existe pas officiellement à l'échelle des territoires. On a une compétence santé qui est partagée actuellement entre les conseils régionaux, l'ARS, les EPCI et les maires, puisqu'ils ont la compétence de salubrité publique, comme le rappelait M. Pipien. Mais la compétence santé-environnement n'existe pas officiellement. Donc là, nous sommes en train de travailler à territorialiser la gouvernance sans avoir réellement un cadre législatif. Alors hier, je ne savais pas trop jusqu'à la réunion d'hier matin comment se positionner les élus, parce que donner une compétence officielle, c'est donner aussi causer des soucis aux élus avec des enjeux de type juridique à connotation potentiellement pénale si vous avez une officialisation d'une compétence. Alors, moi, je préfère parler de responsabilité en attendant que les textes de loi puissent évoluer. Et donc, nous sommes en train de réfléchir à la manière dont on peut mettre tout ça en place. Voilà. Pour ce qui est
Pardonnez-moi, Madame la députée, Oui, on a une réaction qui peut être intéressante dans le cadre de votre intervention, certes de Monsieur Nézet, Monsieur ou Madame Nézet. Certains contrats locaux de santé comportent des volets de santé-environnement. Vous oui, partagez? oui, tout à fait. Mais alors, c'est ce que j'allais vous dire. Nous avons quand même quelques outils à l'échelle des territoires, en dehors des PRSE, qui est l'outil officiel. Il y a également les contrats locaux de santé qui nous permettent d'établir un cadre contractuel passé entre les agences et des collectivités territoriales. La plupart du temps, ce sont des régions. Mais quand on parle de régions, il faut savoir que les conseils régionaux sont des instances qui sont politiques, ce qui veut dire que ce petit risque d'instrumentalisation politique des démarches de santé environnementale et puis surtout des personnalisations des prises en charge de cette thématique par les présidents. On sait, on a vu dans la commission d'enquête qu'il y a des présidents de conseils régionaux qui sont hyper impliqués dans ces questions-là et qui sont avant-gardistes, et d'autres au contraire qui disent qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Je ne donnerai pas de nom. Mais donc il y a aussi une grande variabilité d'implication des régions. C'est pour ça qu'il faut que quand même on garde un support, un cadre institutionnel un peu ministériel de genre ARS. Et puis la dernière chose que je voudrais rajouter, il faut savoir que les directeurs d'ARS sont particulièrement mobilisés par les CLS parce que ça fait partie en fait des objectifs que le ministère de la Santé leur a donné, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de contrats locaux de santé. Alors après, il ne faut pas que ce soit des coquilles vides. Il faut vraiment qu'il y ait des actions qui se déclinent, parce qu'il y a le principe et puis après il y a la réalité. Puis dernière chose aussi, parce que ça a été évoqué, je crois aussi dans le chat, les outils de planification territoriale, d'aménagement du territoire, que sont les SCOT, les STRADET, et moi j'irai même plus loin, le Code de l'urbanisme. Ça fait partie des propositions que j'ai pu faire à titre personnel en tant que présidente de la commission d'enquête, et puis dans le cadre aussi des travaux que je mène en parallèle pour faire évoluer les textes de loi. Il est évident que la santé environnementale doit être introduite à tous les échelons des outils et de l'organisation administrative territoriale. Mais vous voyez, j'ai déjà eu beaucoup de mal, voire même j'ai quasiment échoué à faire entrer la notion de santé environnementale dans le cadre de la loi climat-résilience. On a réussi à introduire un seul endroit de cette loi, cette notion de santé environnementale. Donc ça veut dire que quand même, il y a encore du travail à faire, mais ce que j'observe, c'est qu'il y a une belle dynamique et plein de propositions et de démarches qui sont d'ores et déjà lancées à l'échelle des territoires. Il ne suffit plus maintenant que de mieux s'organiser, et c'est l'ambition que je porte au sein de ce comité d'animation des territoires. Merci, Madame la députée. Alors, Michael Weber, on voit à quel point les choses ne sont pas simples dans les territoires pour une meilleure prise en compte de la santé et environnement. En quoi est-ce que, du coup, les PNR peuvent jouer leur rôle dans cette affaire? Vous êtes toujours là, Monsieur Weber? Oui, moi, si vous voulez, je pense que ce qui est intéressant, et là où il peut y avoir un petit débat, c'est qu'on parle bien de plans qui sont mis en place depuis longtemps un peu partout pour organiser l'État et les questions qui sont évidemment liées à la santé. On le remarque et on le constate au niveau des régions, au niveau d'État. Et quand même, on s'aperçoit, moi j'ai envie de reprendre d'abord un peu d'histoire pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure André Sellos, c'est-à-dire agir local. Tous les schémas qui ont été mis en œuvre et en place depuis tant d'années, notamment sur les schémas d'urbanisme, je pense à l'époque maintenant des PLU, des SRADET et par le passé des POS et que sais-je encore, ont été un réel échec. Ça visait à l'origine à organiser ou réorganiser la mobilité, à éviter l'étalement urbain, avec des questions liées à l'agriculture, etc. Ça a été un échec. Et moi, je considère que finalement, bien sûr, c'est nécessaire sans doute, et qu'il y ait plus de liens entre notamment les questions liées à la santé, environnement et les SRADET, c'est nécessaire. Mais la réalité, c'est comment est-ce qu'on en traduit cela sur les territoires. Et il me semble que sur les territoires dont nous avons la charge, les parcs naturels régionaux, dans la réalité, on le mène et on le mène parfois même sans faire référence à ces schémas ou à ces plans. Je prends quelques exemples.
dans les deux extrêmes des parcs naturels régionaux, c'est-à-dire la question de l'environnement, de la nature et de la protection de la nature, et l'autre sujet qui est celui de la protection des patrimoines culturels, on s'aperçoit que d'une façon ou d'une autre, on prend en compte effectivement cet enjeu de santé. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsque l'on fait des plans alimentaires de territoire, lorsque l'on constate que l'agriculture bio est beaucoup plus développée dans les parcs naturels régionaux, évidemment, c'est dans cet objectif-là, c'est d'avoir effectivement une meilleure prise en compte de la santé des sols, de la santé de l'air, et c'est aussi de prendre mieux en compte la santé des humains, de l'homme, puisque l'alimentation bio, eh bien, elle remplit aussi cet objectif-là. Par exemple, et il ne faut pas dire que ce n'est pas possible ou que c'est réservé à une petite agriculture bio, parce que c'est un petit peu ce que certains veulent nous faire croire. J'étais avant-hier encore dans le parc du Gâtinais français, lorsque vous avez un propriétaire agricole d'une ferme de 2200 hectares qui passe en conversion bio, je ne sais pas si vous imaginez l'impact que cela a. Donc, c'est bien la preuve que c'est possible et que finalement, tout le monde y trouve son compte. L'agriculteur, parce qu'il est beaucoup moins en situation de stress, le stress lié même à son budget, puisqu'il n'a plus besoin d'acheter du glyphosate et des pesticides. Et puis, le consommateur à l'autre bout de la chaîne, parce qu'il a une agriculture saine et je dirais entre les deux, les sols et l'air, puisqu'on s'est aperçu après 3 années de suppression des nitrates que l'eau s'était améliorée sur ce territoire-là en 3 ans une baisse de 50% du nombre de la quantité de nitrates dans les eaux. Donc, c'est bien la preuve qu'en termes d'alimentation bio ou d'agriculture bio, il y a un impact qui peut être un impact immédiat. Et je vais à l'autre bout, parce qu'on oublie que les parcs naturels régionaux, c'est aussi le patrimoine culturel. Je prends la question du maintien de l'habitat. J'ai vu qu'il y avait d'ailleurs des questions dans le chat à ce sujet-là. Quand on prône la mise en œuvre de matériaux biosourcés, de la brique terre-paille, de la réutilisation du torchis, de l'utilisation du bois, lorsque l'on lutte contre le nouveau modèle d'isolation qu'on veut nous imposer, notamment avec l'utilisation du polystyrène dans la construction, de la rénovation, dont on sait que ce sera un des prochains scandales sanitaires auxquels on va faire face, eh bien là aussi, on améliore la qualité de vie de nos concitoyens dans par le biais d'un air purifié dans leur propre habitat, en utilisant des matériaux qui ont un impact à la fois sur l'environnement, mais aussi sur la qualité de vie de nos concitoyens. Je pense que c'est important. Et on s'aperçoit là, et je m'adresse en particulier à Madame la députée, que l'on fait face à des freins qui sont des freins soit de l'État, soit d'un certain nombre de lobbying, qui ne permettent pas suffisamment de la prise en compte de ces matériaux, il me semble, biosourcés. Et je vais reprendre encore deux autres éléments pour montrer en quoi c'est intéressant et que le travail que nous menons, peut-être sans le savoir jusqu'à présent, vise effectivement à cet enjeu de santé-environnement. Par exemple, sur la question de la mobilité, puisqu'on se dit que les parcs naturels régionaux sont sans doute moins légitimes sur les sujets liés à la mobilité que le sont les intercommunalités qui mettent en place, je ne sais pas, des transports en commun, des mobilités douces comme les pistes cyclables, etc. Quand les parcs naturels régionaux accompagnent la mise en place ou mise en œuvre de tiers-lieux pour permettre à ce que un certain nombre de nos concitoyens puissent travailler à proximité de leur lieu de vie, pas forcément sur leur lieu de vie, en limitant en quelque sorte les déplacements, eh bien là encore, il y a un impact sur à la fois la qualité de leur travail, leur qualité de vie, leur bien-être, parce que les gens se retrouvent moins dans les bouchons. Ils vont choisir leur lieu de vie, peut-être leur lieu d'organisation, enfin leur lieu de travail, peut-être organiser différemment leur rapport au travail. On s'aperçoit que depuis la crise sanitaire que l'on vient de vivre, cette question du rapport au travail est en train de changer totalement. Le travail est devenu multifacette. On ne va pas tous les jours au bureau, on va y aller peut-être 2-3 jours par semaine, on va développer d'autres modes de travail, d'autres lieux de travail. Donc, tout ça est effectivement en train de bouger énormément et ce choix-là, il sera conditionné par deux sujets, je pense, évidemment l'exigence de l'employeur à quelques égards, mais aussi sa propre exigence par rapport à soi-même, ce que je suis prêt à accepter en termes d'impact sur mon mode de travail, tout en insistant sur le bien-être qui sera le mien aussi, ou le retour que l'on voit par rapport à certaines populations. Et puis, se dire qu'à chaque endroit ou à chaque lieu dans lequel on vit dans un parc naturel régional peut correspondre effectivement à un autre lien à ce bien-être ou à la santé. Parfois, encore quand j'étais dans le parc du Gâtinais français,
sur la question des plantes médicinales aromatiques, là c'est sur de la culture, mais parfois d'une façon tout à fait nouvelle. On s'aperçoit de plus en plus aujourd'hui qu'il y a la sylvothérapie qui se développe, le lien ou la volonté d'accompagner une forme comment dirais-je, de rapprochement, de liaison directe entre l'arbre et l'humain. Alors c'est quelque chose qui a été beaucoup développé notamment au Japon, mais qui commence à se développer en France pour amener effectivement du bien-être, encore une fois, à nos populations. Et dire que, in fine, parce que j'ai vu que tout à l'heure, la question était posée, on pourrait s'inquiéter de l'intérêt nouveau de nos concitoyens sur les territoires ruraux, sur les territoires qui bénéficient d'une protection parfois forte. On a vu effectivement les dérives qu'il peut y avoir, je pense, à certaines réserves qui sont surfréquentées. Et je pense qu'au courant de cet été, il y aura un vrai sujet autour de la surfréquentation des sites protégés. Ce que nous, on essaie de développer, c'est de dire que dans un parc naturel régional, quel que soit l'endroit où on se trouve, on doit se dire qu'on est dans un territoire qui est extraordinaire, qui se différencie d'un autre territoire, et qui, de ce point de vue-là, peut vous donner une expérience naturelle ou un lien avec l'environnement, sans que pour autant on veuille absolument aller voir le lynx qu'on ne verra jamais dans la forêt du Haut-Jura, ou très très peu, ou que l'on veuille aller voir la réserve naturelle de Marais au cœur de la forêt de Fontainebleau. Ce n'est peut-être pas d'ailleurs l'endroit où on s'attendrait à voir un marais, et pourtant. Eh bien, c'est de se dire que c'est quand même une opportunité, parce que dans nos territoires, il y a à la fois cette capacité d'accueillir des populations nouvelles, peut-être sensibilisées à un nouveau mode de vie. Je rappelle que quand même, en France, il y a 3 millions de logements vacants et que beaucoup de ces logements vacants se trouvent dans les territoires ruraux. C'est de savoir comment est-ce que cette population-là nouvelle en l'accueille. Et puis, une deuxième chose, de la lier peut-être aussi à une meilleure connaissance, ça passe par de l'éducation au territoire, ce que nous, on appelle l'éducation au territoire, de la prise de conscience de ce que sont les territoires de parcs naturels régionaux. Ils ont effectivement un impact direct sur le mode de vie et le bien-être des citoyens qui souhaitent s'y installer, à condition qu'il y ait aussi un effort de leur part, un effort de compréhension de ce que sont ces territoires-là. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je pense que ce qu'on essaye de mener depuis très longtemps dans les parcs naturels régionaux, finalement, c'est une reconnaissance aujourd'hui. Et je le disais en introduction, personne n'imaginait quand on a décidé de la thématique, elle serait à ce point prégnante, qu'elle faisait à ce point écho à une évolution du monde et de la société qui nous interroge sur le rapport que l'on a avec le lieu où l'on vit, enfin l'environnement dans lequel on vit, le monde dans lequel on vit, qui réinterroge nos liens sociaux, nos liens à la mobilité, notre façon de faire du tourisme, notre volonté de découvrir ce qui fait humanité en quelque sorte. Je dis toujours que un des titres des parcs naturels régionaux, ce n'est pas simplement de dire une autre vie s'invente ici, c'est aussi pour un nouvel humanisme de la nature et cette nécessité que l'on a à être peut-être moins dans un lien de domination entre l'homme et la nature, mais plus dans un lien de coopération entre l'homme et la nature. Merci, Monsieur Weber, pour cet éclairage. Alors, avant qu'on voit effectivement comment cela se passe concrètement dans un PNR, notamment celui du Médoc, je voulais redonner la parole à Marc-André Sellos qui me l'a demandé. Et j'en profite, avant qu'il ne la prenne, de vous remercier pour toutes vos réactions. Donc, sur le chat, ça n'arrête pas, ça pose plein de questions. Gilles Pipien, en guise d'animateur du chat, je vous remercie également. Vous entretenez bien la dynamique. Merci à vous tous d'être aussi intéressés. Donc, Marc-André, vous souhaitiez effectivement réagir aux propos que nous avons échangés jusque-là? Oui, très très brièvement. Bon, d'une part, moi je suis très heureux d'entendre tout ce que j'entends parce que je vois des gens motivés autour d'une approche plus systémique. Ça me fait vraiment très plaisir. Je voudrais dire à Elisabeth Totu-Picard très très cash que je l'aime parce que il y a très peu d'élus qui ont ce discours et je connais aussi Anne-Laure Catelot pour la forêt, par exemple, et ce que j'entends en petite musique de l'une et de l'autre, c'est que quand même c'est dur de faire entendre, faire entendre cette musique. Et justement, je voudrais rebondir là-dessus. Nous avons avec 6 académies, dont celle des sciences, une soixantaine de sociétés scientifiques, des sociétés de journalistes, des sociétés d'enseignants, nous avons, et puis des fondations d'entreprises, nous avons fondé la Fédération Biogé, dont le but, en fait, est de promouvoir auprès des décideurs et auprès aussi, et dans le cadre de l'éducation, de promouvoir finalement les sciences de la vie et de la terre et tous les outils qu'on a, et de les mettre au service du citoyen, au service comme méthode et puis comme fonds culturel pour éviter de faire des bourdes en termes de décision ou d'aménagement et se saisir en fait de tout ce que nos impôts ont payé de savoir-faire
comme un outil et pas simplement comme l'explication des mauvaises nouvelles. La Fédération Biogé, elle va organiser, et je voulais vous dire ça parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit, qui nous parlait de la ville, hein, je pense que c'était Gilles Bensoussan, hein, qui nous disait, qui nous parlait de la ville et de la biodiversité. Bon, je ne pense pas que la ville sauvera la biodiversité, mais il y a une biodiversité en ville. Et justement, la Fédération Biogé organisera tous les ans à Rouen des journées qui s'appelleront sans doute naturellement, point d'exclamation. Ça commence en avril ou en mai, on ne sait pas encore, 2022. Qui seront l'équivalent des journées de l'histoire, hein, qui seront une façon de de refocaliser des journalistes et des décideurs sur nos disciplines, en lien avec les citoyens. Ce n'est pas des cours, c'est plutôt des choses sur l'articulation entre la vie et nos disciplines. Et justement, la première édition de 2022, c'est la nature en ville, renaturer la ville. Et c'est vraiment un enjeu important de recréer ce lien finalement entre nos concitoyens et les objets de la biologie et d'essayer de porter ça dans l'éducation. Or aujourd'hui, on assiste à une mutilation de ce point de vue-là, puisque je vous rappelle qu'il n'y a plus de SVT en première, en terminale, c'est devenu des options. Donc, on a vraiment aujourd'hui besoin d'inverser la manip pour avoir le public qui va, les décideurs, mais aussi les citoyens qui vont avec tout ça. Et je termine juste par une remarque. Nicolas Nederland indique, connaissez-vous des études qui font le lien entre la restauration d'écosystèmes et l'amélioration de la santé des riverains? Moi, il ne m'en vient pas à l'esprit et c'est vous qui allez les produire. On a besoin d'études de cas, on a besoin de revendiquer effectivement que ça peut se faire. Et vraiment, moi, j'attends ce que vous allez faire et ce que vous allez pouvoir nous rapporter. Elisabeth Houtu-Picard. Oui, merci à M. Silos pour cette déclaration d'amour en direct qui me touche vraiment parce que c'est vrai, je lui confirme que ce n'est pas toujours facile de porter ces thématiques au sein de l'Assemblée nationale et même à l'extérieur. Simplement une toute petite information à vous donner. Dans le cadre du PNSE 4, nous avons beaucoup insisté sur la formation. Parce que la plupart du temps, en fait, s'il y a des problèmes d'organisation et de manque de motivation, c'est par ignorance. Ignorance, c'est vraiment la problématique de fond. Donc, il faut donner le plus d'informations, sensibiliser, être des éveilleurs de conscience, chacun là où nous nous trouvons. Et dans le PNSE 4, je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'a été inscrite une formation obligatoire, un module santé environnementale dans le premier cycle des études médicales. Nos futurs médecins vont désormais recevoir une formation obligatoire à la santé environnementale. Jusqu'à maintenant, elle n'était qu'optionnelle. Et là, maintenant, elle va être systématisée. Et j'ose espérer, d'ici la prochaine rentrée scolaire, on aura pu mettre ça en place. Mais également de la formation des jeunes, comme vient de dire M. Sellos, dès la jeunesse. L'éducation nationale est bien branchée sur ces questions-là. On a réussi à les embarquer dans notre dynamique. Et surtout, dernière chose, la formation des élus. Parce qu'effectivement, la santé environnementale, on en a un petit peu partout. Quand on s'occupe de transport, de mobilité, d'architecture, d'urbanisme, on fait de la santé environnementale. Et même si actuellement, les compétences ne sont pas officielles, dans le cadre des actions et des décisions qui sont prises, toutes les collectivités territoriales interviennent sans même le savoir. Et donc, on a proposé une formation systématique aux élus. Hier matin, dans le cadre du comité d'animation des territoires, on en a longuement parlé et les associations représentant les élus, les collectivités territoriales, sont tout à fait partantes et très demandeuses de ce type d'information et de formation. Donc, on voit bien que quand même, il y a une dynamique très positive qui est lancée aussi à l'échelle des territoires côté élus des territoires. Voilà. Pierre, très rapidement, avant que l'on ne continue notre tour de table. Juste très rapide pour évoquer l'importance en ce moment de la préparation qui se termine là, du cursus du futur Institut national de santé publique, de service public qui va remplacer, c'est étonnant d'ailleurs la façon dont je viens de faire un lapsus, l'Institut national de service public qui va remplacer l'ENA. Vous avez 13 institutions
de formation, dont l'École des hautes études de santé publique, dont l'École nationale de santé publique vétérinaire, etc., qui travaillent. Mais je dois vous dire que Marc-André Sellos et moi-même, nous travaillons au corps les acteurs dans ce domaine. On a saisi la ministre de la fonction publique, sans retour pour l'instant, pour dire, dans l'un des 5 axes du tronc commun de ce futur institut, il y a la transition écologique et où est, dans ce cadre, la santé-environnement. Et Marc-André Sellos a fait des propositions concrètes. J'en ai fait en lien avec le directeur de l'École des hautes études de santé publique et la directrice de l'École nationale de santé publique vétérinaire. Nous avons là un vrai problème d'incompréhension, alors que c'est majeur que les décideurs et les hauts fonctionnaires de demain, quel que soit leur ministère, comprennent l'enjeu justement de leur impact sur l'environnement et donc de l'impact sur la santé. Il y a là, j'attire votre attention et alertez vos élus, ça commence en septembre, le futur cursus commun. Il y a un enjeu majeur sur cet Institut national de service public qui remplace l'ENA. Merci à vous, Monsieur Pipien, pour cette intervention. Alors, je vous propose qu'on continue donc notre discussion, s'agissant notamment des territoires. On avait une question d'ailleurs de Cyril Biegala. Donc, dans le chat, y a-t-il des contrats locaux de santé avec un volet santé environnementale porté par les PNR? Donc, a priori, vous êtes plutôt nombreux à avoir répondu donc, à Cyril Biegala, donc, en mentionnant qu'effectivement, plusieurs PNR portaient des PLS avec une composante santé environnementale. Et du coup, je vous propose effectivement, puisque l'un d'entre eux a été cité, celui du Médoc, d'accueillir Aurélie Aucheux, donc qui est sa directrice, de manière à ce qu'elle nous évoque effectivement concrètement ce qui est mené au sein de son PNR. Madame Aucheux, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Eh bien oui, forcément, j'avais envie de réagir et merci de m'avoir invitée. Tout d'abord, vous dire un petit peu sur quelle échelle territoriale on travaille dans le cadre du contrat local de santé Médoc. Alors le Médoc, c'est un tout jeune parc. On a eu le classement qu'en mai 2019. Le territoire, c'est 51 communes, 2400 km² environ. 100 000 habitants. Voilà, ça vous donne un peu le bassin de vie sur lequel on travaille. Le Médoc, c'est une mosaïque paysagère vraiment très diversifiée. En fait, il n'y a pas que du vin au Médoc. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. Il y a beaucoup de marais, il y a un estuaire, il y a un littoral, il y a des lacs, il y a de la forêt. Donc voilà, mais il n'y a pas que les paysages qui sont diversifiés. On a aussi une forte disparité socio-économique sur le territoire. Très marqué entre le sud et le nord, le sud étant plus proche de la métropole bordelaise et le sud, en étant plus éloigné, effectivement, concentre un petit peu plus de difficultés pour certaines populations. Et donc, le corollaire, c'est qu'en matière d'indicateurs de santé, les effets sont aussi là, puisqu'il y a une certaine hétérogénéité entre les indicateurs de santé sur le territoire. Alors, nous, notre expérience sur la question de la santé, en fait, elle a pris corps dans les années 2010, puisqu'elle a pris corps au sein d'un premier contrat local de santé qui a commencé, dont les travaux ont démarré avant, mais qui a été déployé à partir de 2013, dans le cadre du pays qui précédait la création du parc naturel régional. Donc, on a eu un premier contrat de santé 2013-2017, mené avec l'ARS en copilotage et qui mobilisait une quinzaine de signataires. Bon, c'est quoi un contrat local de santé? En fait, c'est une méthode qui n'est pas du tout inconnue au savoir-faire des parcs, bien au contraire. C'est une méthode que de pouvoir faciliter et organiser la coopération d'acteurs locaux de sorte à pouvoir mener des actions en commun. Alors là, il s'agit effectivement d'actions qui visent à résorber un certain nombre d'éléments et d'inégalités sociales et spatiales de santé. Donc, dans les contrats locaux de santé, il y a une très, très forte dimension sur le fait d'essayer de chercher en local, avec les acteurs présents ou ceux qui sont à proximité, des solutions pour pallier à des trous dans la raquette, en fait.
Il se trouve que sur les territoires, une même politique n'est pas forcément, ne donne pas les mêmes effets sur un autre territoire. Et puis, comme vous l'avez très bien dit, il y a des problématiques qui ne sont pas forcément traitées à des échelles supérieures. Donc, voilà comment a commencé le contrat local de santé en Médoc, avec déjà une définition de la santé qui n'était pas celle... qui était celle de l'OMS déjà, avec cette appréhension assez large qui allait bien au-delà et bien en avant du seul aspect curatif ou de l'organisation de l'offre de la santé. Sur la méthode, peut-être ce qui est aussi très très important, mais ça les parcs le savent très bien, c'est ce travail un peu de dentelle, hein, et c'est en ça que l'échelle locale, elle est vraiment très importante, parce que c'est ce travail quotidien très fin, de très très grande connaissance de la ressource locale, des acteurs présents, qui permet, voilà, de manière très réactive de faire du lien, de proposer une expérimentation, une action, etc. Alors nous, je ne vais pas vous citer tous les membres du contrat local de santé, mais c'est intéressant d'en voir déjà la diversité, parce qu'il y a ceux que l'on attend, bien entendu, l'ARS, les départements, la région, les organismes de santé présents sur le territoire, mais il y a aussi tous ceux qui permettent aussi d'aller au-devant des publics, les associations locales, les communes, bien sûr, les associations d'aide à domicile, par exemple, etc. Ça, c'est intéressant d'avoir une diversité comme ça. Donc, je vous disais, jusqu'à présent, voilà, nous, le mot santé environnementale dans le contrat local de santé, il n'était pas forcément présent. Et puis, dans ce pas de temps-là, nous étions en train de travailler à la construction du parc naturel régional. Et c'est là vraiment que le croisement des approches s'est fait entre une culture autour de la santé et du social qui préexistait au sein du pays, une culture sur l'environnement qui préexistait au sein du pays, mais qui ont donné vraiment l'occasion d'un fort croisement quand il s'est agi de se reposer des questions et de se demander si nous repartions ou pas sur un nouveau contrat local de santé. Donc là, nous sommes en cours de deuxième contrat local de santé qui a commencé en 2018. Et ce qui est intéressant, c'est surtout la manière dont on a pu accompagner les acteurs un peu traditionnels du contrat local de santé vers une approche plus large encore de la définition de la santé et surtout des leviers d'action en matière de santé, puisque nous, notre analyse, elle s'est vraiment appuyée sur les déterminants de santé. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui, à un moment donné, dans le développement d'une population, dans ses modes de vie, a un impact sur la santé. Nous, on avait pris appui sur une étude qui était une étude canadienne. Et alors là, c'est vrai qu'on s'est tous réunis autour de la table avec un public très mixé d'élus, de professionnels de la santé, d'acteurs sociaux, de techniciens. Quand on a vu effectivement les résultats de cette étude qui montraient que 50% de l'état de santé d'une population dépendait de son environnement social et économique, que 10% dépendait de son environnement physique, seulement, in fine, même si c'était important, 25% du secteur de l'organisation des soins et 15% des facteurs biologiques et génétiques. Donc, on s'est dit qu'il y avait là tout un champ, en fait, qui appartenait, en fait, au territoire en termes de mode d'action et qu'il était possible de mettre en musique. Donc, c'est sûr que, forcément, on évoquait ça tout à l'heure, l'affaire de la santé, ce n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire collective. Ce n'est pas que l'affaire des professionnels de santé, mais c'est également l'affaire des élus qui, au quotidien, en fait, actionnent des politiques qui ont un impact sur la santé. Voilà. On en revient à la discussion que l'on vient de terminer. Alors, pour vous donner quelques exemples, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'actions, mais j'en ai retenu que deux. Deux actions à vous présenter. Bon, la première parle des espèces allergènes et invasives. On a un constat sur notre territoire, malheureusement qui est le même sur les autres territoires, qu'on a un nombre d'affections allergiques
extrêmement importantes et des maladies chroniques qui sont développées et qui, du coup, affectent encore plus les personnes plus fragiles, c'est-à-dire qu'elles soient jeunes ou plus âgées, et puis dont aussi le recours aux soins est plus ou moins aisé selon, en effet, ses conditions de développement social, bien entendu. Et alors là, c'est vrai que ce qui a été intéressant, c'est d'arriver à faire le chaînage. C'est-à-dire qu'en tant que parc naturel régional, eh bien entendu, nos acteurs du quotidien, ce sont les acteurs gestionnaires des milieux. Donc les communes, les bassins versants, les gestionnaires de réserves, les agriculteurs. Donc nous avions déjà des liens importants avec eux. Donc on a pu développer toute la partie détection et surveillance des espèces allergènes. Donc, on a commencé par faire un inventaire. Voilà. Qu'est-ce qui était présent, qu'est-ce qui était préoccupant, où étaient les spots, où étaient les endroits où il fallait intervenir en premier. Ensuite, on a fait de la formation pour partager tous une culture commune. Alors, sur des espèces bien spécifiques, il y avait le plan national ambroisie, etc. Bien entendu, la partie action de résorption avec des chantiers d'arrachage où on a essayé effectivement de le faire le plus participatif possible, bien entendu. Voilà, et des outils de suivi aussi en termes scientifiques avec l'installation de capteurs qui devraient bientôt arriver. Voilà, donc ça, c'est la partie effectivement gestion, mais du coup, on a pu faire l'interconnexion aussi avec les acteurs qui permettaient de véhiculer au mieux les messages de sensibilisation sur les allergies. Et notamment tout un tas de structures qui sont extrêmement variées. Les communes au premier plan, bien entendu, mais les structures jeunesse, les intervenants sociaux, les associations d'aide à domicile. Enfin voilà, je ne peux même pas vous lister toutes les personnes sur le territoire qui sont en contact avec chacun des habitants à un moment donné de la journée ou de leur vie. Et donc, on s'est appuyé avec eux à essayer de développer des outils qui permettent d'aller vers. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a souvent, dans les démarches de prévention, l'impression que parce que l'on fait une publication, parce que l'on fait un flyer, etc., ce message arrive auprès de tout le monde. Eh bien, pas toujours. Pas toujours. Il y a toujours des personnes qui passent entre les mailles du filet. Donc voilà, par exemple, l'outil, il y en a eu plusieurs, mais il y en a un qu'on a développé. C'est une forme très, très simple. C'est un calendrier. C'est la forme d'un calendrier annuel. Qui est devenu annuel en fait, qui a été élaboré avec des bénévoles, avec une forte attention sur la simplicité aussi des messages, avec une démarche de littératie en santé qui a été faite. Et ce calendrier, en fait, c'est une forme très simple, mais en fait, c'est quelque chose et un outil qui vient au cœur des foyers. Voilà, c'est l'outil au sein duquel on se regroupe, on s'organise. Et donc, on a plus de chances, sûrement, de porter attention aux messages qui sont véhiculés. Voilà, les communes ont par exemple développé, donné en cadeau au repas des aînés, les CCAS les ont distribués dans les paniers. Enfin, vous voyez, on a essayé d'avoir des éléments très très pratiques pour s'assurer que les messages allaient vraiment au cœur des familles. Bon, sur ce sujet, il y a encore tant à faire encore, avec bien sûr les jardins privés, avec les pépiniéristes, etc. Je vous parle peut-être juste du... Très rapidement, oui, pour effectivement qu'on puisse du deuxième exemple. Ouais, du deuxième exemple qui porte en fait sur la question de la santé au sein de son logement. Puisque le logement a effectivement un impact important aussi sur la santé, avec deux grands enjeux, celui de la qualité de l'air intérieur et celui de la qualité du logement et du confort thermique, qui encore là, selon où on est et dans quelle situation on est, procure des inégalités. Donc voilà, là effectivement, on a aussi réuni des acteurs assez variés autour de la formation. Autour de la formation aussi qui sert à aller détecter des situations. Voilà, c'est-à-dire que des intervenants à domicile, par exemple, ont été formés pour identifier exactement au sein d'un logement quelles pouvaient être les difficultés ou s'il y avait des risques d'affection respiratoire, par exemple, et de sorte à mobiliser soit des professionnels de santé, soit carrément des dispositifs d'amélioration du logement. Voilà, donc la meilleure connaissance des ressources locales et puis le développement aussi, bien sûr, de manifestations plus grand public, avec aussi, encore dans
cet objectif que d'aller vers, la mobilisation d'un petit camion qui s'appelle le camion écomobile et qui se déplace en fait par prescription soit sur des marchés, voilà, mais auprès d'un groupe d'habitants, voilà, qui a besoin de conseils et d'améliorations spécifiques par rapport aux difficultés qu'il peut rencontrer. Donc voilà, ça rentre dans une démarche globale de plateforme territoriale de la rénovation énergétique, mais avec voilà une grande dimension d'aller vers. Merci beaucoup donc, pour ces précisions. Michael Weber, avant que l'on continue nos discussions, dites-moi si je me trompe, mais quand j'entends Madame Hocheux, j'ai l'impression que le PNR joue bien le rôle de catalyseur, on va dire, de discussion entre toutes les parties prenantes qui étaient appelées au départ des vœux de Madame Toutupika. Est-ce que je me trompe? Non, c'est effectivement ce que l'on essaie de faire. En gros, dans l'organisation territoriale telle qu'on l'a aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a, et là encore, c'est l'histoire qui l'a permis, il y a d'un côté les grosses agglomérations, les métropoles qui sont organisées qu'à une échelle suffisante et qui, sur les questions de santé, sont sans doute très engagées parce que les moyens sont là, parce que la recherche est là, etc. Et sous les territoires ruraux, qui sont des territoires fragiles, parfois éloignés de tous ces services que l'on peut avoir, je pense que les parcs naturels régionaux sont la bonne échelle et qui permettent de mettre autour de la table. C'est d'ailleurs le seul système d'organisation territoriale qui a autour de la table des représentants de l'ensemble des collectivités, de la commune jusqu'à la région, la commune, l'intercommunalité, le département, la région, mais aussi d'autres organismes, les chambres consulaires, les agences de l'eau parfois, l'État bien entendu. Enfin, et je crois que ce qui était pour nous intéressant, c'est de faire en sorte que l'ensemble de ces acteurs locaux, dans des situations, encore une fois, qui sont des situations fragiles, réfléchissent à trouver des solutions et sortent parfois du cadre. Je pense que ça c'est intéressant, sortent du cadre pour se saisir de sujets qui concernent le territoire. Si au Blanc, dans le parc de la Brenne, il y a une mobilisation qui a été organisée par le président de l'époque, ancien président de la commission environnement à l'Assemblée nationale, Jean-Paul Chanteguet, pour défendre effectivement un hôpital de proximité, c'est aussi en quelque sorte le porteur de cette inquiétude et qui a défendu effectivement une aspiration des concitoyens et de la société. Donc je pense que ça, pour nous, c'est important, c'est nécessaire. Parfois, c'est incompris, mais je crois que l'intérêt général de nos populations commande avant tout et permet que l'on soit accepté, je dirais même toléré sur des sujets qui dépassent ce qui pourrait être notre cœur de métier. Parce qu'encore une fois, bien, dans les actions que l'on a concrètes de protection des patrimoines naturels et culturels, on fait aussi de la santé environnement et donc on acquiert, je crois, une légitimité sur ces sujets. Et peut-être juste redire que le constat que je fais ce matin, après ces quelques heures déjà de débat, c'est que sur un sujet dont on pourrait penser qu'il était difficile pour les parcs naturels régionaux, on s'aperçoit encore une fois qu'au regard des réactions, des débats qu'il peut y avoir, on n'est pas à côté de notre cœur de métier et que c'est un sujet dont on doit peut-être plus se saisir demain, mais qui a toute sa pertinence, y compris dans les politiques qui sont menées par les parcs naturels régionaux. Il y a une question qui est sous-jacente à votre propos, effectivement, et que je vais vous poser, qui nous a été posée dans le chat, et également à vous, Madame Hocheux. Je pense que votre éclairage sera intéressant. C'est une réaction de Anne Ruffet, d'ailleurs, du PNR Brenne. Donc, les CLS n'offrent pas non plus de solution directe de financement des actions à déployer dans ce cadre, ce qui les rend difficiles et complexes à mettre en œuvre et fragiles. Quid de leur dédier des financements pérennes spécifiques selon leur plan d'action? Effectivement, ça pose la question des moyens qui sont à disposition des PNR pour mener à bien cette mission. C'est évidemment une problématique à laquelle on fait face depuis toujours et qu'on a essayé en quelque sorte de sanctuariser, notamment au moment de la réflexion qu'on a menée sur le cadre, je dirais, administratif qui gère les parcs naturels régionaux. Nous sommes en lien permanent avec nos financeurs, au premier rang desquels la région et l'État, et on est obligé toujours de justifier, puisqu'on ne lève pas d'impôts, on n'a pas de ressources propres, on est obligé toujours de justifier de la pertinence de notre positionnement ou de nos projets par rapport à nos financeurs, à nos cofinanceurs. Mais je pense que, et ça c'est aussi l'expérience qui m'amène à le penser, que finalement, quand le projet il est bien construit, quel que soit le sujet, on obtient des financements qui peuvent venir de nos partenaires. C'est sans doute très difficile et long
Et la fonction d'élu dans un parc naturel régional, de président, est extrêmement chronophage parce qu'on ne discute pas avec un financeur, on discute avec une multiplicité de financeurs. Mais il y a demain, il y a aujourd'hui des leviers. Et puis, moi, je crois aussi à la force du démonstrateur. Ce qu'a montré l'histoire des parcs, c'est que sur des sujets peut-être comme celui-ci qui peut sembler difficile, il y a forcément un parc sur les 56 qui va obtenir des financements, qui va monter des actions et qui va réussir ces actions, parce que c'est aussi, je rappelle que dans la loi, on impose aux parcs naturels régionaux de faire de l'expérimentation et de l'innovation, et que ce rôle de démonstrateur, c'est la force du réseau. C'est aussi pour ça qu'on tient à faire ce genre d'échange dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui. C'est que cette démonstration va être utile à d'autres. Elle va finalement faire tâche d'huile, elle va essaimer, et elle va grandir, elle va se fortifier, elle va se consolider, et on deviendra finalement légitime sur des sujets comme celui-ci. Donc, je pense que ça, c'est aussi intéressant pour nous que de pouvoir construire quelque chose à un endroit, de mener une expérimentation et qu'on obtienne la confiance d'un financeur, que ce soit la région ou l'État, et que la réussite qu'on aura obtenue sur un sujet, sur une démarche, sur une action concrète, eh bien, pourra servir à d'autres parcs naturels régionaux qui pourront s'en saisir. Aurélie Aucheux, sur cette question effectivement du financement. Oui, ben, en effet, ça c'est effectivement une piste d'amélioration des CLS, hein, puisqu'il n'y a pas d'enveloppe dédiée en fait aux CLS. Le travail, après, c'est vrai, hein, un bon projet finalement arrive à trouver financement. Il y a un accompagnement de la part des coordonnateurs CLS pour aller aider les acteurs à répondre aux différents appels à projets. Ça prend du temps. Euh, voilà, dans la situation idéale, effectivement, une telle dynamique dotée également d'une enveloppe serait extrêmement pertinente et très réactive. Je prends comme exemple, par exemple, un petit peu les modalités de fonctionnement des fonds européens leaders. Voilà, imaginons une transposition un petit peu de ces modalités d'action au CLS. Ben voilà, on pourrait aller vers un mieux-disant. Ouais. Gilles Pipien, vous réagissiez dans le chat, enfin, vous m'interpelliez sur le fait que vous pointiez le fait qu'on n'avait pas assez évoqué la question entre l'inégalité environnementale et l'inégalité sociale. Alors attendez, je vais essayer de retrouver votre message, qu'il y a tellement de messages que ce n'est pas forcément évident. Voilà, un manque dans les interventions, le lien inégalité sociale, inégalité environnementale et donc inégalité de santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus effectivement sur cette réaction? Non, c'est très court, ça me paraît fondamental. C'est évidemment les personnes les plus faibles qui se retrouvent en difficulté de santé. Il est bien évident que celui qui habite au 8e étage d'un HLM avec vue imprenable sur le périphérique à Paris va avoir des problèmes de santé liés à la pollution de l'air, sans parler du bruit, qui viennent s'ajouter à ces difficultés sociales qui l'ont amené à se trouver à cet endroit-là. Si vous êtes évidemment face à la baie de Saint-Tropez, vous avez moins de sujets de ce côté-là. J'ai été caricatural, mais c'est majeur. Et la directrice santé, climat, environnement de l'OMS nous a rappelé, lors de la conférence que j'évoquais, que les problèmes de pollution de l'air qui touchent une très grande partie de la population urbaine dans le monde touchent d'abord les populations les plus défavorisées. Le Conseil économique et social environnemental a donné un avis en 2015 qui rappelle cette équation inégalité sociale, inégalité environnementale, c'est totalement la même chose, c'est totalement bijectif. Et donc, je renvoie encore une fois à l'objectif des parcs naturels régionaux de développement social. C'est certes la santé que j'ai évoquée, mais c'est ce travail d'inclusion. Et c'est un des rôles majeurs aussi des collectivités territoriales. Donc, encore une fois, quand nous parlons de santé, c'est bien la définition de l'OMS qu'il faut comprendre globalement, et c'est pour ça que j'utilise de plus en plus non plus le mot santé, mais bien bien-être mental, physique et social. Et donc, ça nous renvoie à cette compétence des collectivités maintenant, hic et nunc. Merci, merci à vous. Alors, il y a une question qu'on n'a pas encore beaucoup abordée, même si effectivement on en a entendu parler ici et là, c'est la question agricole. Michael Weber, vous parliez effectivement des leviers d'action des PNR. Bon, les PNR, force est constatée, on l'a vu tout à l'heure avec Madame Aucheux,
qu'il s'agit essentiellement de zones rurales, donc des zones agricoles. On a un lien en plus évidemment entre exposition à tous les produits qui sont dispersés dans les champs au regard de ce que nous disait M. Sellos sur donc la flore intestinale et même au niveau de la peau. Quels sont les leviers d'action et les coordinations qui existent ou pas avec le monde agricole? Écoutez, nous, on a toujours eu un lien qui était un peu particulier avec le monde agricole parce que dans les parcs naturels régionaux, quand ils se créent, la première fronde, c'est la fronde des agriculteurs et des chasseurs. Finalement, je pense que les agriculteurs, ce sont ceux qui en bénéficient le plus après réflexion. Et dans des territoires, alors on a des parcs de différentes typologies. Et finalement, on a soit des parcs très forestiers, soit des parcs agricoles. Donc, on n'est pas concerné partout par une agriculture notamment intensive. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que depuis toujours, on a eu des liens alors, avec les chambres d'agriculture qui sont très présentes dans nos territoires. Quand on a commencé à mettre en place ou à interroger le monde agricole sur les circuits courts, on a eu un écho qui était, de ce point de vue-là, tout à fait intéressant. Et que finalement, le lien permanent que l'on a, cette volonté de travailler en transversalité, en coopération avec le territoire, en montrant qu'il peut y avoir une meilleure valeur ajoutée, de meilleurs prix, une meilleure aussi prise en considération de la production issue de l'agriculture, et donc de passer par une agriculture bio ou en mettant en place des mesures agro-environnementales, a fait qu'au moment de l'étude du bilan des parcs naturels régionaux après 50 ans d'histoire, il apparaît qu'il y a plus proportionnellement d'agriculture bio dans les parcs naturels régionaux, et c'est très sensible, que dans les territoires qui ne sont pas classés parcs. Et ça se fait finalement sans créer de la révolution. Il y a parfois des mouvements, mais ça c'est classique. Et qu'aujourd'hui, on a des relations, je dirais, plutôt bonnes et apaisées. Alors pas toujours avec des résultats qu'on escompterait, mais avec la FNSEA par exemple, Christiane Lambert, qui était sur ces sujets-là déjà engagée par le passé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on passe à une nouvelle étape. Et malheureusement, ce que l'on constate au niveau de l'État et de l'Europe, notamment sur la politique agricole commune, qui est actuellement en discussion, ne nous rassure pas de ce point de vue-là. Et ce que l'on entend sur les territoires, ce que j'entendais il y a quelques jours dans le parc du Gâtinais français, nous inquiète parce qu'en réalité, seuls ceux qui ont les moyens d'aller vers cette forme de transition, parce que la question, c'est pas, il faut se mettre à la place de l'agriculture, on le montre parfois du doigt. Un agriculteur, il aime son territoire, il aime son métier, il veut vivre mieux, il veut produire sain, mais on lui a demandé souvent de passer au-delà de cela, de faire de massifier, de simplifier, de supprimer les races qui étaient les races locales, etc. etc. C'est ce qu'on lui a demandé dans les années 60-70 après-guerre, parce qu'il fallait accélérer en termes de production les quantités pour nourrir la population. Et aujourd'hui, on lui demanderait presque en 1 ou 2 années de faire exactement le retour à l'inverse. Et ce n'est pas possible parce que les dispositifs d'accompagnement ne le permettent pas. Donc nous, on essaie d'être là aux côtés de ces agriculteurs-là pour les rassurer, pour les accompagner, pour que ce ne soit pas brutal, qu'ils ne soient pas, comment dirais-je, perdus dans cette transition qui est nécessaire. Pendant longtemps, on a voulu nous faire croire que c'était limité à des petits agriculteurs qui avaient fait aussi un choix de vie, c'est-à-dire en gros, agriculteur bio dit moins de valeur ajoutée, dit vivre, je pousse le trait, hein, mais c'est pour que vous en ayez conscience un petit peu de ce qu'on entend, donc dit vivre pauvre, etc. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle agriculture bio sur de grandes exploitations qui vit mieux, qui dégage un meilleur revenu, un meilleur salaire, et ça, c'est quand même intéressant. Et on a besoin là aussi de ces démonstrateurs-là pour montrer que c'est possible, que certaines phases de transition qui est difficile, il faut accompagner, mais que c'est possible. Et il y a la question du consommateur qui est extrêmement versatile. Le consommateur qui allait dans les grands supermarchés acheter de la malbouffe jusqu'avant le confinement, tout d'un coup a retrouvé les vertus de la consommation de proximité. Il allait retrouver les circuits courts, il allait voir les agriculteurs qui l'ont finalement, qui ont continué à jouer leur rôle. Malheureusement, on s'aperçoit depuis quelques semaines que le déconfinement a, alors peut-être pas dans la même mesure, mais a ramené à ce que cette population-là retourne finalement dans les grands supermarchés et que tous ceux qui s'imaginaient qu'il y avait eu un tournant total, complet, etc.,
en termes de mode de consommation, n'étaient pas arrivés à leur terme. Donc, c'est un vrai sujet. Et c'est aussi le sujet de la restauration collective, parce qu'on a une pression de plus en plus forte de la part des parents qui demandent à ce que dans les cantines scolaires, on ait de l'agriculture bio. On sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette demande, tel que le monde agricole est configuré. Donc, il y a un travail énorme à faire de ce point de vue-là. On sait qu'il faut aussi lutter contre un certain nombre de préjugés que l'on peut avoir sur tous les modes de consommation. Je mets là-dedans aussi la question du végétarien, vegan, contre tout le reste. Je pense qu'il ne faut pas opposer ces mondes-là. Là, il y a quand même un sujet. Je sais que quand on dit ça, très souvent, ça peut faire polémique, mais il n'empêche qu'il faut aussi le parler de façon sereine, sans que les uns se heurtent aux autres. Voilà, tous ces sujets-là, nous, on les met sur la table, on crée du débat, on crée des conditions. Alors, je le dis aussi, on a mis en place en œuvre une marque, Valeur Parc, qui reconnaît ces démarches de proximité mise en œuvre et de valorisation des produits. Je pense qu'il y a un vrai mouvement et qu'il y a vraiment une dichotomie que je regrette entre ce que la population attend, ce qu'elle revendique, et la traduction de cela par les décisions de l'État, notamment dans le cadre de la PAC, qui ne reconnaît pas ce mouvement-là, qui ne l'accompagne pas et qui est resté sous pression des grands lobbies. C'est un regret pour moi et pour d'autres, mais j'imagine qu'on arrivera à changer les pratiques une fois de plus dans les parcs naturels régionaux, avec la collaboration des régions qui sont parfois elles-mêmes convaincues de cela, et contre ce que essaie de nous imposer parfois un certain nombre de lobbies. Marc-André Sellos, c'est vrai que la relation entre environnement, agriculture, c'est parfois plein d'étincelles. Avec la santé, j'imagine même pas le cocktail. À votre avis, vous qui êtes donc professeur au muséum, quelle est la perception des agriculteurs, du monde agricole par rapport à ces problématiques, sachant que, comme je vous le disais, effectivement, la problématique environnementale parfois est déjà difficile à appréhender. Est-ce que la tendance évolue? Et si oui, dans le bon sens, parce qu'on a bien vu dans votre intervention qu'il y a un lien direct entre la santé et le développement même du cerveau par rapport à l'alimentation et la flore intestinale. Alors, je ne suis pas forcément quelqu'un qui perçoit le monde agricole de façon représentative, mais je fais beaucoup de formations, pratiquement une par semaine, hein, de groupes d'agriculteurs, de gens qui veulent comprendre comment fonctionne le sol. Moi, je ne préconise pas des itinéraires techniques, je donne des éléments de compréhension. Et de ce point de vue-là, j'aimerais vous faire la remarque suivante. Bon, le bio a énormément de qualités, et notamment des qualités sur notre santé. Mais il y a une chose qu'on n'a pas trop perçue, parce que justement, c'est dans les écosystèmes distaux, donc ça ne fait pas partie de ce qu'on a envie de prendre en charge, c'est que la santé du sol, alors je force moi-même le mot, le sol n'est pas un organisme, hein, mais les états de fonctionnement du sol qui sont cohérents avec la durabilité de la qualité de l'environnement et du type d'alimentation que nous souhaitons, ça, ce n'est pas encore beaucoup pris en compte. Et alors, c'est évident parce qu'il y a une agriculture de conservation, une agriculture sous couvert qui s'est développée, qui améliore notoirement la qualité des sols. Notamment, elle réverse complètement cette augmentation de l'érosion qu'on a quand on laboure. Elle augmente la vie du sol, mais elle est née, en fait, avec le paraquat, elle est née avec les pesticides, les herbicides, qui sont le moyen d'abattre les plantes qui vont pousser sur le sol avant le semis suivant. C'est très bon ce couvert, mais le fait d'utiliser les herbicides, ce n'est pas très bon pour les sols. Souvent, les agriculteurs me disent « mais non, mais mon sol, il est plus vivant, même avec du glyphosate avant de semer la récolte suivante, il est plus vivant avec du glyphosate. » Oui, mais il serait plus vivant encore sans glyphosate. Bon, là, j'ai mis les pieds dans le plat. Vous savez maintenant ce que je pense du glyphosate. Il est toxique pour beaucoup d'animaux et de champignons du sol, et il n'y a pas vraiment de discussion là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée qu'il y a une agriculture qui maintient les sols en bonne santé, elle a moins percé que le bio. Parce que le bio, il a des effets directement sur nous. Alors qu'une agriculture sous couvert ou une agriculture qui respecte les sols, c'est quelque chose qui est plus lointain. Or, cette agriculture-là, elle est née finalement avec les herbicides. Et moi, ce que j'essaie de promouvoir, et là je vois très bien qu'il y a quand même un hiatus culturel, c'est parmi tous les agriculteurs qui se sont posés des questions, il y a vraiment un canal bio et un canal agriculture sous couvert. Et la convergence de ces deux canaux, c'est vraiment le Graal et ça va être difficile. Maintenant, quand je dis que ça a progressé, le bio ou l'agriculture sous couvert, c'est pas bon. Je lisais hier 8,6% de la surface agricole utile en bio. C'est pas encore complètement transcendant. Cela dit, je me rappelle, moi, quand j'ai fait mes études à l'école des eaux et forêts, qu'on nous disait, oui, les agriculteurs ne veulent pas entendre parler de leur rôle dans l'entretien du paysage. Presque une génération plus tard, c'est quelque chose qu'ils admettent.
et peut-être même dans certains se glorifient. Finalement, ils sont conscients d'avoir constitué nos paysages. Et donc, ce que je pense, c'est que il faut continuer à œuvrer en formation. Il y a une transition qui est en train de se faire. Mais je la trouve un petit peu lente et pas à la hauteur des enjeux. Et puis surtout, schizophrénique entre finalement la santé des sols, désolé, hein, je le réutilise, mais c'est quand même plus simple pour fixer les idées, et la santé du consommateur. Or, les études que viennent de sortir l'INSERM et que vous avez sans doute vues montrent très bien qu'il y a des grands risques liés à l'emploi des pesticides en général pour la santé des agriculteurs déjà. Donc en fait, je pense qu'ils sont les premiers concernés par ces transitions. Et c'est ça qu'il va falloir leur expliquer. Bon courage. Parce qu'on peut-être juste si je peux, monsieur, peut-être Acher, juste répondre ou réagir par rapport à ces propos, parce que je trouve que c'est intéressant, je partage totalement ce qui vient d'être dit. Ce qui est extraordinaire, finalement, c'est que, on revient en dehors de la question du bio, de 3 années qui ont été des années de sécheresse et qui, sur l'agriculture, ont été mortifères. Lorsque j'ai visité cette ferme cette semaine de 2200 hectares qui est aujourd'hui bio, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit que quand elle a commencé sa conversion, et notamment l'an dernier, elle s'est trouvée face à une situation où dans tous les champs, il y avait des chardons partout, que les blés étaient horribles vu les conditions de sécheresse. Et donc, elle s'est dit, forcément, par rapport à ses voisins qui sont restés dans le modèle classique d'utilisation de pesticides, de glyphosate et tutti quanti, forcément, elle était en décalage et qu'elle avait tout perdu. Et notamment, cette vocation de démonstrateur, de démontrer aux voisins fermiers que finalement, elle était dans l'erreur. Résultat des courses, ce qui est extraordinaire, elle n'a peut-être pas gagné grand-chose, mais surtout, elle a moins perdu que ses voisins. C'est quand même économiquement, je parle. Parce que les voisins, non seulement ils n'ont pas amélioré, ils n'ont pas eu une bonne récolte, mais en plus, pour avoir cette récolte minimale, ils ont dû mettre beaucoup de glyphosate, ils ont dû mettre beaucoup d'eau, ils ont dû mettre beaucoup d'essence, de gasoil pour repasser dans les parcelles, et finalement, ils ont perdu beaucoup plus qu'elles-mêmes avaient perdu. C'est quand même extraordinaire quand on voit l'impact, y compris économique. Là, je ne parle même pas de la question derrière, qui est de la question évidemment de la santé. Il faut être engagé, il faut y croire, et ils y croient. En tout cas, cet exploitant agricole, il croit vraiment. Et je pense que ce qui est extraordinaire, ou la question qui se pose, notamment à ceux qui ne sont pas encore convertis, c'est qu'ils se rendent bien compte, même en accélérant et en allant droit dans le mur, qu'il y a un modèle qui, alors certes, un modèle environnemental, mais aussi un modèle économique qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Et je pense qu'il faut aussi appuyer là-dessus, parce que, malheureusement, là encore, le stress lié à la situation économique et financière d'une ferme, c'est aussi, en quelque sorte, un impact sur la santé des gens, qui, effectivement, je ne vais pas revenir sur la question des suicides dans le monde agricole, mais il y en a quand même eu un certain nombre. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Et de gens qui produisaient quantitativement très correctement, mais par contre, le budget ne suivait pas. Et c'est vrai qu'on a une agriculture qui est très fixée sur la quantité produite et qui ne regarde même plus le porte-monnaie. Exactement. Et aujourd'hui, pour finir, alors je ne sais pas quelle sera la météo d'ici le 19, parce qu'en discutant, la récolte était produite pour le 19, quand on regarde, en fait, la ferme, aujourd'hui, elle exploite ses céréales un peu comme de la gestion futée irrégulière en forêt. Donc, elle a des différents étages pour effectivement lutter avec des espèces rustiques pour lutter contre les chardons et les autres rengrais, etc. On s'aperçoit que la récolte, si ça se passe bien, c'est-à-dire sans orage, sans grêle, sera à minima meilleure que ce qu'ont fait les voisins, peut-être aussi, à minima aussi bonne, peut-être meilleure, mais surtout en mettant beaucoup moins de moyens financiers pour effectivement obtenir ce résultat-là. Et là, je pense que ça fera vraiment débat dans le pays. Après, Mickaël, juste une toute petite dernière chose pour dire qu'il va falloir faire attention à une chose. Aujourd'hui, le conventionnel est lié objectif du bio. Je veux dire qu'on a des îlots de bio dans un paysage continuellement traité et traité. Et il va falloir quand même très finement observer comment on va pouvoir avoir éventuellement une matrice de bio avec des îlots de conventionnel. Ça peut changer des choses. Ça doit être faisable, mais il va falloir quand même penser à composer notre paysage de façon à limiter les propagations de maladies en évitant des champs contigus cultivant la même chose, la même année, par exemple. Enfin, il y a des choses à penser quand le bio développera ses ailes plus largement. On est bien d'accord, on est tout à fait d'accord. Merci messieurs donc, pour ces échanges. On est arrivé au temps qui était imparti donc, pour cette table ronde. Je voudrais néanmoins qu'on prenne une dernière question pour Elisabeth Toutu-Picard.
Je pense que vous êtes encore avec nous, Madame la députée. J'ai vu votre visage tout à l'heure Oui, tout à fait. sur… Voilà. Oui, tout à fait. Donc, une question, à mon avis, tout à fait pour vous. La stratégie nationale biodiversité intégrera-t-elle les préconisations du GSE plus que ne l'a fait la loi climat et résilience? Écoutez, je suis en relation très proche avec Bérangère Abba qui porte les questions biodiversité et nous avons bien échangé sur ces questions-là. Nous sommes parfaitement en phase. Alors ensuite, sous quelle forme, sous quelle, oui, sous quelle forme législative ça prendra ensuite? Ça c'est une interrogation. Ce que nous a dit Bérangère Abba récemment, c'est que elle avait changé un peu de stratégie et qu'elle préférait essayer d'intégrer partout où elle le pouvait la notion de biodiversité pour gagner du terrain parce qu'elle ne s'illusionne pas sur la chance qu'elle peut avoir d'ici la fin de mandat d'avoir une grande loi sur la biodiversité. En fait, c'est un petit peu la même stratégie, moi, que je suis avec la santé environnementale. J'essaye, bien sûr, des gros coups à travers des amendements rattachés à des lois officielles, mais après, j'essaye de gagner du terrain par petits bouts à droite à gauche. Mais sachez en tout cas que cette secrétaire d'État est très mobilisée et parfaitement consciente des enjeux santé-environnement et des liens entre santé des écosystèmes et santé humaine. Après, quels seront les moyens qui lui seront réellement octroyés? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. On verra bien. Alors, on a Gilles Pipien qui nous apporte un élément de réponse. Monsieur Pipien, si simplement, effectivement, plutôt que de lire votre réaction, si vous pouvez nous en faire part avec oui, non, le mais micro. je confirme simplement que la Direction générale de l'aménagement, de logement et de la nature et la direction donc en interne de l'eau et de la biodiversité ont missionné un ancien du cabinet de Madame Abba, Hervé Parmentier, ingénieur des ponts, des eaux et forêts, pour justement faire des propositions d'intégration des enjeux une seule santé dans la stratégie nationale de biodiversité. Il a énormément consulté, notamment France Nature Environnement, mon collègue Lilian Le Goff, moi-même, etc. Il travaille d'arrache-pied sur le sujet et j'espère que quand on aura la proposition de la SNB qui sort en septembre, nous aurons des éléments et je ne peux que suggérer, si ça n'a pas déjà été fait, à Michael Weber et ou Éric Bruat, d'avoir un contact avec Hervé Parmentier. Et puis, puisqu'on n'est qu'entre nous, sachez qu'il est préfléché pour prendre la direction du parc national de la Vanoise. Donc, quelqu'un qui va se retrouver directement au contact d'un territoire. Voilà, donc je pense que c'est un contact utile. Merci à vous pour ces précisions et vous évoquiez effectivement rendez-vous en septembre.